Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la guerrière et de la Qaïda, Rqiyya bint Hadidou. Alors, si Rqiyya bint Hadidou a survécu à l'oubli, d'une certaine façon, c'est grâce au journaliste français Gabriel Charme. Il a visité le Maroc autour de 1884. Il a écrit un livre qui s'intitule Une ambassade au Maroc, qui a été publié à Paris en 1887. Donc on est vraiment au 19e siècle. Le livre est accessible sur Internet. Donc avant de parler d'Orqiyya bint Hadidou, je vais d'abord expliquer l'importance ou la catégorie de ce livre. Ce livre fait partie de ce qu'on appelle la littérature orientaliste et coloniale à la fois. C'est une littérature orientaliste parce que c'est un homme européen qui visite un pays étranger et qui regarde les étrangers à travers ses valeurs à lui. Ça veut dire qu'il prend la civilisation, les institutions européennes et les valeurs de l'homme euro-américain, l'homme blanc, comme on dit, the white man, comme standard de l'humanité. Et donc c'est par comparaison à cet homme, à ce standard de l'humanité qui est un homme blanc, qu'il appréhende, qu'il décrit la population marocaine. Et donc, bien entendu, ça ne peut être qu'en moins. Hein, c'est moins par rapport à l'Europe. C'est une littérature coloniale, même capitaliste et impérialiste. Parce que quand on lit le livre, il parle du Maroc, il parle de la richesse du Maroc, du territoire marocain. C'est toujours en termes de quel dommage, c'est un territoire qui peut être facilement irrigable, mais il reste improductif. Donc l'idée qu'on est dans un système capitaliste, qu'il faut produire et que les populations, les peuples sont mesurés par la place qu'ils occupent dans le système de production et de consommation des biens et des marchandises. Mais ça fait partie, somme toute, d'une littérature très classique au XIXe siècle. Il a parlé d'Orqiyya bint Hadidou en quelques paragraphes très brefs. Très bref, ce qu'il a dit, c'est que elle a attaqué le sultan Hassan Ier, Hassan I, et elle a également attaqué l'armée ou des unités militaires du général français Haussmann. Alors, d'après ces descriptions, qu'est-ce qu'on peut en tirer? D'abord, on sait qu'elle a été une qaïda, quelle était la qaïda qui commandait la tribu montagnarde de Aït Zédiq, ou Aït Sédiq, et qui est comme peut-être aux frontières avec l'Algérie. On sait qu'elle avait la soixantaine passée et qu'elle devait, comme il le dit lui-même, qu'elle doit être une héroïne berbère exceptionnelle. Parce que, comme les tribus à l'époque, c'était des territoires autonomes, le sultan Hassan Ier, il traversait ces territoires-là sans son autorisation et donc elle s'est attaquée à lui. Et il décrit, le journaliste Gabriel Charme, il décrit la scène où elle est à cheval et elle est en train d'attaquer le sultan, etc. Et puis il dit que finalement le sultan, il doit sa vie tout simplement à son courage. Et c'est une femme qui avait la soixantaine passée. On sait par ailleurs, on peut déduire cela du livre de Gabriel Charme, il y a une dichotomie, une division entre les femmes rurales et les femmes urbaines, parce que lui, il a visité Fès. Et on sait que dans les centres urbains, les femmes n'étaient pas visibles dans l'espace public. Donc il dit, peut-être on a croisé une femme qui faisait les courses, mais sans plus. Par contre, les femmes étaient reléguées à la sphère privée. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, les femmes, elles vivaient sur les terrasses de leur maison.
Elle faisait la vaisselle, elle lavait le linge, elle faisait la cuisine. On voit par contre que dans le monde rural, les femmes étaient beaucoup plus libres. Donc, il n'y avait pas cette division espace privé, espace public. Les femmes travaillaient les champs à côté des hommes, etc. Mais on peut déduire donc qu'on est dans des structures hautement patriarcales et qui relèguent les femmes à la sphère privée et au rôle genré d'être mère, d'être épouse, etc. Donc, pour que Rqiyya bint Hadido puisse être une qaïda, c'est qu'elle a dû vraiment faire ses preuves. Et là, je veux ouvrir une parenthèse. D'abord, on sait que beaucoup de femmes qui se sont démarquées le long de l'histoire du Maroc et ailleurs, elles ont pu le faire grâce à deux relations. En général, la relation au père, parce que le père, c'est lui qui était l'autorité, le chef de famille, il croyait dans l'éducation de sa fille, ou il croyait à la formation de sa fille, il avait une éducation libérale envers la fille. Donc on voit la relation au père, ou au tuteur masculin. On voit également plus tard la relation au conjoint, donc qui permet, qui autorise la femme sa femme, sa conjointe à aller de l'avant, à occuper l'espace public. On sait que dans les tribus autonomes, c'est très rare qu'une femme puisse être une qaïda. Donc si Rqiyya bint Hadido a pu être une qaïda, c'est qu'elle le doit à sa sagesse, à son sens de justice, mais également à ses stratégies guerrières qui ont dû s'imposer d'elles-mêmes à la communauté. Et là encore, j'ouvre une autre parenthèse, à l'époque, les femmes étaient admises dans les réunions des tribus, là où on débattait ce qu'on appelle Al-Jama'a, le conseil des tribus, etc. Les femmes étaient admises. Par contre, elles étaient exclues de toutes les réunions qui portaient sur la guerre. Mais pour que Rqiyya bint Hadido puisse être une qaïda, puisse mener une tribu et s'attaquer militairement au sultan, etc., c'est qu'elle a dû faire ses preuves également en termes de stratégie guerrière. On sait également qu'elle a attaqué les unités militaires françaises et la façon dont il l'a décrit, c'est assez peu reluisant, on va dire, parce qu'il l'a décrit comme une femme belliqueuse, guerrière, qui s'attaque à l'armée française. Elle s'attaque donc, elle a combattu le général Auguste Adolphe Haussmann, qui était gouverneur par intérim de l'Algérie. Mais en réalité, elle avait déjà la conscience de la menace coloniale qui pesait sur le Maroc. Là, pareil, je veux préciser quelque chose qui est très importante de nos jours, c'est que de nos jours, on nous présente l'Algérie et les Algériens comme nos ennemis. En réalité, au XIXe siècle, au XXe siècle, jusqu'à finalement ce que le Maroc obtienne l'indépendance en 1956, les Marocains et les Algériens ont combattu côte à côte contre le colonialisme, et d'ailleurs les armes, elles arrivaient de l'Égypte, elles étaient envoyées par Abdelkrim el-Khattabi, elles étaient envoyées par Al-Fassi, Abdelkhaliq Torres, les grands nationalistes du Maroc qui étaient exilés en Égypte, et les armes arrivaient à Nador, et à partir de Nador, ces armes cheminaient vers l'Algérie, étaient cheminées vers l'Algérie, mais aussi au centre du Maroc. Donc, les peuples marocains et algériens, ils avaient une conscience de leur unité politique, mais aussi territoriale, et aussi une lutte en commun contre le colonialisme. Et les frontières entre le Maroc et l'Algérie, telles qu'on les connaît à présent,
c'est des frontières qui ont été définies après l'indépendance du Maroc au détriment de l'Algérie, parce que la guerre de l'indépendance de l'Algérie était beaucoup plus sanguinaire que celle du Maroc, et que à partir de là, on a construit les Algériens comme des ennemis des Marocains, alors qu'en fait ils étaient des frères et sœurs, mais aussi des cousins, cousines, et puis des belles frères, des belles sœurs. En tout cas, pour revenir à Rqiyya bint Hadidou, elle a combattu courageusement les unités françaises par solidarité avec l'Algérie. Et malheureusement, on ne sait pas plus que ça. On ne sait pas le contexte qui l'a poussé à combattre les unités françaises. Et dans ce cas-là, l'histoire des femmes est encore à écrire. On peut aller, par exemple, dans les archives françaises, faire les archives militaires françaises, faire davantage de recherches pour savoir le rôle que les femmes ont joué dans les luttes anticoloniales. Et dans ce sens, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais continuer à publier des vidéos sur l'histoire des femmes au Maroc, mais également l'histoire sociale et politique du Maroc récent. Merci, à bientôt.